Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence pour ce premier atelier du kit sobriété numérique. Donc, le kit sobriété et responsabilité numérique sera composé de 4 ateliers qui auront lieu donc toutes les 2 semaines. Le prochain aura lieu le 3 juin. Et aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, on reprend les bases. Donc, la sobriété et la responsabilité numérique, qu'est-ce que c'est? Donc, ce qui nous attend aujourd'hui au programme, ce sera donc une introduction et une remise en contextualisation pour le sujet. On aura en deuxième partie le glossaire, donc une présentation des différents termes et définitions utilisés pour qu'on puisse mieux comprendre les différences entre les différents termes et comment ces termes interagissent entre eux. Donc, vous verrez que c'est un sujet large, mais qui peut être assez vite mélangé quand on n'a pas forcément la vision des termes et leur périmètre d'application. Et puis pour la troisième partie, on verra l'impact global du numérique, à quels enjeux on peut s'attendre sur 4 axes, donc l'axe environnemental, social, sociétal, économique et politique. Donc pour cette première partie, pour vous recontextualiser les choses, comme je vous l'ai présenté en début d'atelier, la sobriété et responsabilité numérique fait l'objet d'un travail de l'intercluster depuis plus de 2 ans, près de 3 ans, donc avec la Liptic et Digital Aquitaine, et donc le soutien de la région de la Nouvelle-Aquitaine. La sobriété et responsabilité numérique a une place très importante dans le programme d'action que le SPN peut vous proposer depuis plusieurs mois, parce qu'on est persuadé que les professionnels du numérique ne peuvent pas passer à côté. On avait Frédéric Bordage en début de semaine qui renforçait un petit peu cette idée pour dire que, OK, aujourd'hui, il y a de la législation législation future qui va se mettre en place. Aujourd'hui, si les sénateurs proposent un texte comme ça veut dire que les professionnels du numérique doivent déjà l'avoir mis en place ou vous êtes en retard. Donc ça, c'est ces mots qu'il a pu nous mettre en avant mardi soir. Donc voilà, donc, en termes de législation future, des règles futures, notamment par rapport aux droits de vigilance, il y a des signaux faibles qui sont assez importants et à prendre en considération pour pouvoir mettre en place une démarche qu'est la sobriété et la responsabilité numérique. Il faut aussi noter que c'est un thème avec lequel on fait le lien avec la capacité d'innovation. On est conscient que la sobriété numérique fait appel à un certain changement d'habitude que vous pouvez avoir au sein de vos entreprises. Et en adoptant une nouvelle façon de faire, c'est là qu'on trouve peut-être les innovations qui construiront le métier, le secteur du numérique de demain. Et enfin, le dernier point qu'on peut mettre en avant, c'est le cas de la transformation numérique. Je pense que les différentes périodes de confinement et la crise sanitaire ont su mettre en avant le besoin de transformation numérique, notamment pour les commerçants, les industries, et que cette transformation numérique ne peut pas se faire sans passer par la case numérique responsable, au risque de de revoir faire les choses dans quelques mois, voire quelques années, et donc de reprendre tout à zéro alors qu'on aurait pu mettre les choses déjà bien en place dès le début. Pour le glossaire, donc aujourd'hui, on va voir différents termes. Ici, donc, vous avez la liste de ce qu'on va voir. On va avoir d'abord le numérique responsable, la sobriété numérique, le Green IT, l'IT for Green, la low-tech, l'éco-conception et la conception responsable des services numériques. Pardon. Peut-être avant de voir les définitions, on pourrait se partager les termes que vous n'avez jamais entendu parler. Donc n'hésitez pas à allumer vos micros pour partager ceux que vous n'avez jamais vus ou qui vous interpellent peut-être. Voilà, pour ma part, IT for Green, conception responsable. Ouais. On le fait de base, mais je pense que les termes. Ouais, tu mets pas de mots forcément derrière, quoi. Ouais, moi c'est un peu pareil. C'est plutôt IT for Green et puis low tech. Je Ok. t'avouerai que Ok. Stéphanie, Alexandra? Pour moi, c'est pareil.
même la notion de sobriété numérique, je pense que voilà, c'est présent dans l'entreprise, mais on n'utilise pas ce terme. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, et puis pour moi, c'est plutôt IT for Green et low-tech également. Ok. Bon, bah, c'est bien, ça me permet d'avoir un petit peu aussi une vision globale du niveau du groupe de ce matin, donc c'est cool. Alors, on va commencer donc avec le terme le plus répandu, je pense, et le plus utilisé, donc, qui est le numérique responsable. C'est un terme qui a émergé vers les années 2015-2010, notamment avec les travaux des collectifs Alliance Green IT ou greenIT.fr. Donc greenIT.fr qui est représenté par Frédéric Bordage qu'on a vu mardi. Et avant, on parlait beaucoup plus d'informatique durable ou d'écotis. Voilà, je ne peux pas vous dire comment c'était à l'époque. Donc, c'est un terme qui a vraiment pris de l'ampleur en 2020, donc, pour faire référence à la crise sanitaire et les différents épisodes de confinement qu'on a pu vivre, ce qui a mis en lumière à la fois le rôle majeur du numérique dans nos vies professionnelles et personnelles, et aussi son impact à différents étages. Le numérique responsable désigne donc une démarche qui vise 3 objectifs que vous pouvez retrouver donc dans le tableau. L'amélioration de l'empreinte environnementale, économique et sociale du numérique, l'amélioration de l'empreinte environnementale, économique, sociale de d'autres processus grâce au numérique, et enfin la création de valeur économique, sociale, environnementale grâce au numérique. Donc, on observe ici un triptyque d'applications, si on peut dire ça comme ça, qui s'applique aux 3 P, donc qui est planète, people et profit, ou en français environnement, société et économie. Donc, le terme numérique responsable est un terme global qui va englober d'autres termes, donc, comme je vous ai mis sur la 3e colonne. Sur le premier objectif qu'on pouvait mettre en avant, on voit que l'amélioration de l'empreinte environnementale va considérer le Green IT, on verra la définition tout à l'heure, et ce qui est donc l'amélioration de l'empreinte environnementale, économique et sociale va considérer la conception responsable de services numériques. Sur le deuxième objectif, on a une considération de l'empreinte environnementale qui se retrouve dans l'IT for Green, puisqu'on va améliorer d'autres processus grâce au numérique. On verra aussi tout à l'heure la définition. Et le dernier objectif considère une création de valeur qui se retrouve en lien avec la conception responsable de services numériques. Donc, par rapport au périmètre d'application, comme je vous le disais, on a les 3 P qu'il faut souvent se rappeler puisque les différentes terminologies englobent ces périmètres d'application. Si je peux vous donner d'autres exemples d'application du numérique responsable, on va le retrouver dans la création, la conception de services numériques. Donc, ça va être dans le choix du logiciel, le choix du langage de codage que vous allez choisir, le choix de l'hébergement. Ça peut être également le choix et l'utilisation de services et de produits numériques, la considération de l'expérience utilisateur, donc ça c'est plus l'aspect social et l'accessibilité. Et tout ça, il faut le considérer sur l'ensemble du cycle de vie. Et ça, on verra bien sûr plus en détail sur l'ensemble de l'atelier. Pour la deuxième définition, donc on avait la sobriété numérique, donc c'est il va y avoir une légère différence en fait avec le numérique responsable puisque la sobriété numérique désigne la démarche qui incite à un usage modéré du numérique et qui alerte sur l'empreinte carbone de ce secteur, notamment en matière de consommation énergétique. Donc ici, on prône principalement la réduction de l'empreinte énergétique du numérique et on n'a que la vision environnement. Les 2 autres P, donc people et profit, sont plutôt mis de côté. Il s'agit d'un terme qui a été largement utilisé et développé donc, par greenIT.fr avec Frédéric Bordage. Donc, c'est un terme dans lequel on trouve une application dans la réduction de la consommation énergétique au travers de la conception de logiciels, de sites, d'applications, mais aussi dans le choix des équipements qu'on peut avoir et dans leur utilisation. Donc, la sobriété numérique est souvent en lien avec la low-tech,
qui désigne les technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous et robustes et facilement réparables, donc en faisant appel à des moyens courants et localement disponibles. La low-tech s'applique plutôt à une conception de logiciels et d'équipements, aussi de produits dans d'autres secteurs. Ce n'est pas un terme qui est exclusivement réservé au numérique, puisqu'on peut le retrouver dans le secteur du BTP, de l'habitat, de l'artisanat, comme dans le travail du bois. L'idée derrière le low-tech, c'est qu'il doit s'agir d'une technologie, entre guillemets, accessible à tous, et que dans le cadre d'une technologie numérique, par exemple, elle puisse être accessible même en 2G. Donc ça, c'est un exemple. Pour continuer donc sur les définitions, on a le Green IT ou bien Sustainable IT ou EcoTIS comme on l'a vu tout à l'heure. Donc cela désigne la démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique avec une application généralement sur les équipements qu'on construit et qui sont utilisés. À ne pas confondre donc, avec la définition qui vient juste après, l'IT for Green, qui désigne la démarche qui consiste à utiliser le numérique pour réduire les impacts environnementaux et qui trouve son application au travers des équipements et des logiciels. Pour les deux premières définitions, voilà, c'est assez facile de s'y perdre. Voilà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Green IT, c'est pour réduire l'empreinte environnementale. Et l'IT for Green, c'est on utilise le numérique pour réduire l'impact environnemental. Donc, c'est-à-dire que dans les équipements qu'on va avoir sur la première définition, on va tout faire pour que celui-ci ait une empreinte environnementale réduite. Et sur le deuxième, on va utiliser les équipements pour justement réduire cet impact. Pour oui. Le IT for Green, du coup, c'est pour réduire les impacts environnementaux pour des choses qui ne sont pas numériques ou pour des choses qui sont aussi numériques? Ça peut être les deux. Les deux. Les deux. Merci. Par la suite, donc, on va avoir l'éco-conception. Il faut retenir donc, que c'est une démarche qui vise à intégrer l'environnement dès la conception du produit ou du service à toutes les étapes du cycle de vie. Donc, on l'associe souvent à l'analyse du cycle de vie pour pouvoir effectivement le mettre en place. Et comme pour la sobriété numérique, on a véritablement une considération pour l'aspect environnemental. La dernière définition, on va avoir la conception responsable de services numériques. Donc ici, on a un spectre qui regroupe les 3 P de tout à l'heure, donc Planet, Profit and People, puisqu'il s'agit d'une conception de services numériques plus performants d'un point de vue environnemental, économique et social. On prend en compte ici les questions d'accessibilité, d'inclusion numérique, de normes RGPD, de diversité, d'éthique, donc un périmètre beaucoup plus large et celui-ci s'applique principalement donc, aux services numériques. Alors, là, je vous ai fait une petite aparté parce qu'au sein du SPN, on utilise le terme sobriété et responsabilité numérique, ou SRN, pour vous expliquer pourquoi on a choisi cette terminologie. Donc, comme vous pouvez le voir, ça mixe le terme numérique responsable et sobriété numérique, qui pour nous sont 2 pans importants qu'il faut mettre en avant. Donc, certes, avec le numérique responsable, où on a 3 niveaux d'application, les 3 P et sur l'ensemble du cycle de vie. Et la sobriété numérique, donc on a vu principalement par rapport à la réduction de la consommation énergétique qui se fait sur l'utilisation et l'impact de la consommation qui n'est pas du tout négligeable. Donc, c'est une notion qui peut être remise en question puisque vous allez avoir des positions qui vont mettre en avant une utilisation qui est fortement impactrice sur l'environnement, d'autres qui vont avoir un autre positionnement. Donc ça, c'est aussi une réflexion qui est pour laquelle les études sont mises en route aujourd'hui pour voir quel positionnement il faut adopter aujourd'hui et comment les bonnes pratiques par la suite peuvent
se décliner. Je vous ai mis un petit warning tout en bas. C'est 2 termes qu'il faut différencier de la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, aujourd'hui, elle va avoir un aspect beaucoup plus politique, et notamment dans l'utilisation et dans la propriété des logiciels qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, c'est un terme qui est souvent mis en avant par rapport aux normes RGPD et au grand monopole des grandes entreprises du numérique que sont les GAFAM, les Natou, les Batix, qu'on verra tout à l'heure. J'ai essayé de vous faire un petit schéma de récapitulatif. Ici, donc, à l'horizontale, j'ai repris donc, les 3 P, et sur la verticale, j'ai repris l'ensemble du cycle de vie. En jaune, vous avez la représentation du spectre du numérique responsable, donc c'est-à-dire qu'il s'étend sur les 3 P et sur tout l'ensemble du cycle de vie, donc depuis l'extraction jusqu'à la revalorisation. En rouge, on va avoir la sobriété numérique, donc qui va avoir un pan principalement donc, sur l'utilisation et sur l'environnement. Le Green IT et l'IT for Green qui s'intègrent sur l'axe environnemental, donc que vous pouvez voir en bleu. Le Green IT donc, qui est sur l'ensemble du cycle de vie et l'IT for Green sur l'utilisation. On va avoir l'éco-conception qui est principalement sur l'environnement, qui est sur l'ensemble du cycle de vie également. La low-tech sur l'environnement et sur l'utilisation. Et enfin, la conception responsable sur les 3 axes. Donc, on a un petit bout qui se met sur l'environnement, sur la société et donc sur l'économie. Et ça, ce sera sur la conception. Il y a une distinction à faire par rapport, je ne sais pas si c'est assez parlant, donc il y a une distinction entre ce qui s'applique à des équipements, donc on va avoir le Green IT, l'IT for Green, et ce qui peut s'appliquer aux services, donc soit qu'on conçoit ou qu'on utilise, qui est en rose-beige, donc on va avoir l'IT for Green, l'éco-conception, la low-tech et la conception responsable de services numériques. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ou pas? Ou est-ce que je continue? Peut-être que la low-tech, j'aurais aussi mis dans fabrication-conception. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, là, j'ai essayé de l'appliquer simplement pour le... Oui, j'ai rien dit. Mais effectivement, on pourrait le mettre dans la conception. Je ferai la modification avant de vous envoyer le PowerPoint. Donc, on va passer sur la deuxième partie. Donc, pourquoi parler de sobriété et de responsabilité numérique? Je ne pense pas ici vous surprendre à faire une introduction de l'impact du numérique en rappelant la constante croissance de l'utilisation qu'on peut en avoir. Je ne vais pas forcément m'étaler sur ce sujet-là. Il en est de même pour la multiplication des équipements et aussi la réduction de la durée de vie des équipements qu'on peut avoir et donc le renouvellement plus fréquent qui peut être mis en place. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un sujet qui est au cœur des discussions depuis plus de 10 ans. Et la période de crise sanitaire a vraiment mis en lumière l'omniprésence donc, du numérique pour comme je vous l'ai mis sur le PowerPoint, de maintenir la continuité de nos activités, donc que ce soit professionnel ou personnel, au travers de l'éducation, du loisir, des commerces ou de la communication. Alors, quand on parle d'impact, comment ça s'illustre? Ça s'illustre donc sur l'ensemble du cycle de vie. Vous avez le petit schéma sur la droite, donc qui commence par l'extraction, on passe par la fabrication, le transport, la distribution, l'utilisation, la fin de vie ou bien la valorisation sur une deuxième vie. C'est un impact qu'il faut voir sur quatre niveaux: l'environnement, la société, l'économie et la politique. Pourquoi le numérique aurait un impact environnemental?
Le numérique, j'aime bien faire quand même ce rappel, même si ça paraît évident, je pense, aux yeux de professionnels du secteur, que le numérique, pour le grand public, s'apparente souvent à de l'immatériel, des échanges invisibles de données, des échanges dématérialisés. Et voilà. Alors que le numérique nécessite bien sûr des équipements, des infrastructures réseau, des réseaux de câbles, etc., etc. Donc, l'impact du numérique sur l'environnement se décline sur l'ensemble du cycle de vie, mais plus particulièrement sur 3 phases, donc, qui sont listées juste ici: la production, fabrication, l'utilisation et la fin de vie. Ici, on retrouve des chiffres clés qui exposent l'empreinte environnementale. Les 2 premiers, donc, qui sont tirés d'une étude faite par The Shift Project, qui est un think tank, il me semble, européen. Donc, qui a réalisé une étude qui met en lumière la consommation énergétique du numérique à l'échelle mondiale. On a 45% de la consommation énergétique totale qui sont alloués à la production et 55% qui sont destinés à l'utilisation. Sur le 3e chiffre clé, on peut avoir la représentation de la consommation d'électricité mondiale. On est à 10% pour le numérique. Sur le 4e chiffre clé, on utilise souvent notamment ce chiffre pour vraiment mettre en valeur l'impact du numérique. Donc, le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, qu'on raccourcit souvent par GES, contre 2,8% pour l'aviation civile en 2019-2018 et 10% pour le textile sur les mêmes années. Il faut savoir que sur ce chiffre clé, donc The Shift Project a essayé de mener une projection sur l'avenir 2025-2030 avec un impact estimé à 8% des émissions de gaz à effet de serre s'il n'y a pas une certaine sobriété numérique qui est mise en place. Le dernier chiffre, on va avoir la consommation d'eau mondiale qui est à 0,2%. Pour la première étape clé donc, que je viens de vous exposer, on a donc la production et la fabrication. Pourquoi on peut noter un impact environnemental à ce stade-là? C'est principalement dû à l'extraction des ressources. Comme on l'a exposé tout à l'heure, le numérique, c'est des équipements qui ont besoin donc d'être construits. Qu'est-ce qui est lié donc à ces ressources? Eh bien, vous avez donc l'extraction des ressources qui sont des ressources principalement abiotiques. Donc, les ressources abiotiques, ce sont des ressources non vivantes qui se trouvent naturellement dans l'environnement sans intervention humaine ou artificielle. On retrouve principalement des métaux. On va avoir le cérium, on a du lithium, il y a de l'or, il y a du cuivre, il y a de l'aluminium. Et donc, leur extraction aujourd'hui est principalement en hausse avec l'expansion de l'utilisation du numérique et de la production des équipements. Et tout ça provoque par la suite des rejets de production toxiques polluants. Ces rejets qui sont dus à l'utilisation de produits toxiques, puisqu'il faut en utiliser pour pouvoir extraire donc, ces ressources. Et aussi par rapport au nettoyage. Le nettoyage ici, pour exploiter les ressources extraites dont certains équipements vont nécessiter. Donc, on a à la fois les traitements chimiques, mais également l'utilisation d'eau, souvent d'eau ultra pure, comme pour les puces électroniques. Et enfin, on va avoir besoin de l'électricité des équipements pour transformer toutes les ressources extraites. Tous ces éléments qui, en fin de compte, impactent la biodiversité et provoquent la pollution de l'air, des eaux et des sols. Un cas concret que j'aime bien utiliser pour illustrer en fait, cet impact, c'est la fabrication d'un ordinateur portable. Aujourd'hui, en moyenne, on est à peu près à 2 kg pour un ordinateur portable. Et derrière tout ça, il faut noter le sac écologique dont nécessite cet ordinateur. Donc, vous avez la liste ici. On a 800 kg de matières premières, 240 kg de combustibles fossiles, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonne d'eau.
Qu'est-ce qu'il en est de l'impact au niveau de l'utilisation? Celui-ci est principalement lié à la consommation énergétique. Pour certaines des personnes, vous aurez un discours qui mettra en avant comme quoi en France, on a principalement une électricité décarbonée. Mais il faut regarder les choses de façon macro à l'échelle mondiale, puisque même si les impacts sont largement localisés ailleurs qu'en France ou qu'en Europe, le problème, je pense, appartient à chacun d'entre nous. Le problème de la consommation énergétique est dû au nombre d'utilisateurs et donc d'informations échangées. Sur votre droite, vous avez des chiffres qui représentent un petit peu cette croissance du nombre d'internautes. Donc, en 5 ans, entre 2015 et 2020, on a eu une croissance de 33% du nombre d'internautes. Et en 2020, on comptait 4,5 milliards d'utilisateurs des services numériques. Donc, d'autant plus d'informations et de données qui sont échangées entre ces personnes, des échanges possibles grâce aux terminaux, donc que ce soit des portables, PC, tablettes ou autres, mais aussi par rapport à l'utilisation des data centers ou des centres de données en français, qui stockent en permanence les données et qui structurent ces échanges. Donc des data centers qui tournent en permanence, qui requièrent par la même occasion un refroidissement permanent. On estime à 40% de la consommation d'électricité totale d'un data center pour de la climatisation, pour le refroidissement des machines, contre 60% pour le fonctionnement propre de ces engins. Si on continue sur l'impact environnemental lié à l'utilisation, il y a, alors ça va être un peu plus théorique, il y a l'effet rebond ou le paradoxe de Jevons qui illustre aussi la problématique qui est liée à l'utilisation. Donc ce paradoxe, il est apparu à la révolution, juste un instant, on a un arrivant. Donc, ce paradoxe, il est apparu à la révolution industrielle, à l'ère du charbon, et on considère que, à mesure que les améliorations technologiques augmentent l'efficacité avec laquelle la ressource est employée, la consommation totale de cette ressource peut augmenter au lieu de diminuer. On va avoir par exemple le cas des écrans cathodiques et des écrans LCD. L'innovation en fait, LCD est apparue avec pour objectif une réduction de la consommation énergétique lors de l'utilisation, contrairement aux écrans cathodiques. Avec le confort, entre guillemets, apporté par les écrans LCD, la diminution de la consommation énergétique attendue ne s'est pas rencontrée puisque le confort apporté par cette nouvelle technologie a poussé à une consommation plus importante, à une utilisation plus longue et donc à une consommation énergétique égale, voire supérieure. Donc, on notera également un impact économique qui est lié à cet effet rebond. Donc, un impact qui se fait par rapport à la demande et donc indirectement un impact sur la production d'équipements par la suite. Pour l'impact environnemental, donc sur la troisième phase dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va avoir la fin de vie. Les équipements numériques enregistrent un faible taux de recyclage ou sont composés d'éléments qui sont peu recyclables. En 2019, on comptait 59 millions de tonnes de D3E, donc D3E, déchets d'équipements électroniques et électroniques. Et on estimait entre 70 et 90% de ce tonnage faisait l'objet de trafic. Quand on parle de trafic, c'est que ces équipements vont finir en décharge sauvage. Donc c'est bien sûr du trafic illégal, qui sont souvent localisés sur le continent africain. Encore une fois, je le précise, même si l'impact direct ne s'applique pas sur notre territoire national, le problème appartient à chacun et chacune d'entre nous.
parce que vous avez, il y aura forcément, enfin, j'ai déjà eu le cas de personnes qui mettaient en avant que l'impact ne se faisait pas en France, sauf que c'est le problème de chacun, c'est nos équipements qui finissent certes sur d'autres localisations, mais ça reste le problème de tout le monde. J'ai essayé de vous illustrer un petit peu comment ce trafic illégal pouvait se représenter. Vous avez la petite illustration, enfin la photo sur le côté qui montre donc les populations locales qui viennent par la suite en fait brûler les équipements qui se trouvent sur les décharges pour pouvoir récupérer justement les petits composants encore fonctionnels ou qui pourraient être récupérés pour d'autres usages, comme le cuivre par exemple. Et dans ces situations, c'est souvent des enfants qui viennent récupérer ces éléments. Donc ici aussi, on a également un impact sur la biodiversité locale, une pollution de l'air, des eaux et des sols, puisque avec la combustion, vous allez avoir des rejets dans l'air. La combustion, vous allez avoir des liquides qui vont se transmettre au travers des sols et donc parfois des nappes phréatiques qui se trouvent en dessous. Donc une contamination des eaux localisées ailleurs. Est-ce qu'à ce stade-ci, vous aviez des questions avant qu'on passe sur l'impact sociétal ou sur la société? Ou je pense continuer. Je vais enchaîner et puis on verra à la fin des impacts qu'on peut avoir. Donc, comme je vous ai fait la liste tout à l'heure, on va avoir un impact social-sociétal sur les mêmes étapes qu'on vient de voir, donc sur la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. Pourquoi la fabrication? Principalement par rapport aux conditions de travail. Je pense que pour illustrer cette idée, on peut avoir en tête l'épisode dans les années 2010-2015 avec les vagues de suicides dans les usines en Asie du Sud-Est et notamment chez Foxconn, qui est opérateur d'Apple, de Samsung, entre autres. Plus, je dirais, entre guillemets, les suspicions de camps de population ouïghour en ce moment même, avec le travail forcé d'une population minoritaire sur les territoires chinois. On a également le problème des guerres des terres, ici principalement localisées en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. C'est en tout cas l'exemple qui est le plus souvent donné. Pour la monopolisation des ressources nécessaires à la construction des équipements. Pourquoi une monopolisation? Bien parce qu'il s'agit de ressources rares qui font l'objet de convoitises, principalement par des groupes armés. Et dans certains cas, même si le territoire appartient à une population donnée qui est présente depuis plusieurs générations, les groupes armés viennent s'approprier le terrain pour effectivement exploiter les ressources qui seraient potentiellement extraites. Sur le deuxième... Sur la deuxième colonne, on va avoir donc l'utilisation. Ici, c'est principalement dû au fait d'utiliser, d'accéder les outils et les services numériques. Je reprends encore ici l'épisode du premier confinement qu'on a pu vivre, mais ça a pu mettre en lumière une certaine fracture numérique que notre territoire vivait, où des foyers n'ont pas forcément pu assurer l'école à la maison, pour un premier exemple. Ça, c'était dû déjà par un problème d'accès au contenu, car il y a un certain pourcentage de foyers en France qui n'a pas accès à Internet. Et deuxièmement, d'un manque de compétences pour justement utiliser ces outils et les services qui sont mis en place. Dans ce cadre-là, en fait, on parle d'électronisme, donc c'est l'association du terme illettrice et électronique, qui désigne la difficulté, voire l'incapacité que rencontrent des personnes à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques en raison d'un manque ou d'aucune connaissance pour effectivement les utiliser. Sur la dernière colonne, on va avoir donc la fin de vie. Ici, on retrouve des répercussions liées à l'impact environnemental, donc par rapport aux décharges sauvages qu'on a vues à l'instant.
où on retrouve donc effectivement les enfants et aussi parfois des femmes enceintes qui viennent récupérer donc, les éléments. Et surtout, une atteinte donc à la population, une atteinte à la santé des populations locales, donc qui en découle souvent de ces décharges sauvages. On passe maintenant à l'impact économique. Ici, il y a 3 points à mettre en avant, je pense. On va tout d'abord avoir le monopole d'acteurs limités. Donc, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. On va avoir les GAFAM, Natou et Batix. Donc, GAFAM, Google, Apple, le F, j'ai dû oublier ce que c'était. Il y a Microsoft. Le F, c'est Facebook. Ah, merci. J'utilise tellement peu que je ne l'avais pas du tout, en tête. Natou, on va avoir Netflix, il me semble, Airbnb. Les 2 autres, je vous avoue que je ne les ai pas en tête. Et Batix, ça va être principalement des acteurs chinois. On a Alibaba, on a un concurrent d'Alibaba, on a Xiaomi, il me semble, et le thé, je ne sais plus. Je vous le préciserai bien sûr sur l'autre version du PowerPoint pour que vous ayez tous les éléments. On a le deuxième point qui met en avant donc, la dépendance à certains pays producteurs, notamment donc, la Chine, on en a parlé tout à l'heure, qui est encore l'usine du monde. On a assisté récemment à une pénurie de semi-conducteurs qui a impacté largement la demande et l'offre d'équipements numériques. Notamment par exemple pour les nouvelles consoles qui sont arrivées récemment, même l'approvisionnement, ça a mené aussi à une pénurie d'équipements de reconditionnés, puisque il y a certaines pièces qu'il faut remplacer, pas la possibilité justement de remplacer ces pièces et donc une attente sur ce marché-là et donc un retard sur les livraisons, notamment avec l'épisode du canal de Suez, où on a eu un blocage assez long. Et donc le troisième point que je voulais mettre en avant ici, c'était l'obsolescence logicielle qui se décline en 4 obsolescences. On va avoir tout d'abord l'obsolescence programmée, qui désigne les techniques par lesquelles un producteur vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour augmenter son taux de remplacement. Le deuxième, on va avoir donc l'obsolescence logicielle indirecte. Ça, c'est lorsque les pièces de rechange ou de remplacement sont rendues inaccessibles ou retirées du marché. On va avoir l'obsolescence d'incompatibilité. Donc ça, c'est souvent sur le cas de logiciels. Donc, ça survient d'un passage d'une version d'un logiciel à une autre. Et on va avoir l'obsolescence logicielle perçue. Donc, ça, c'est entre 2 modèles d'équipement. On prend souvent l'exemple de téléphone. Donc, c'est la plupart du temps un effet marketing qui montre que le modèle précédent est beaucoup, on va dire, has-been et que le dernier qui est sorti est indispensable. Donc, tout ça qui renforce en fait une influence sur la demande et sur l'offre et donc qui peut avoir un impact assez important sur le système économique dans lequel on peut s'inscrire. Le dernier impact qu'on peut avoir ici, ce sera l'impact politique. On a donc ici trois ordres d'impact politique. On retrouve donc le monopole des grands acteurs qu'on a cités tout à l'heure, GAFAM, Natou et Batix, qui mettent en place des réglementations différentes de ce qu'on peut avoir avec des acteurs peut-être beaucoup plus européens, locaux. Et notamment par rapport au traitement des données personnelles qui sont collectées, qui rejoint ici donc, le deuxième point, qui met en exergue la différence entre la RGPD, donc, qui est la norme européenne, et le Cloud Act,
qui est la réglementation qui est mise en place aux États-Unis. Des normes différentes où on est face à un problème d'adéquation, justement, entre ces deux réglementations et à une montée de la souveraineté numérique qu'on a parlé tout à l'heure. Donc aujourd'hui, la Commission européenne travaille justement sur comment le Cloud Act et la RGPD peuvent s'articuler, quelles réglementations les produits, on va dire, sous le Cloud Act peuvent exercer sur le territoire européen. On a eu un exemple justement avec les produits de Facebook, avec WhatsApp qui demandait une acceptation des conditions d'utilisation à ses utilisateurs, qui n'est pas justement obligatoire pour les utilisateurs européens, puisqu'on est effectivement sous la norme RGPD. Enfin, on va avoir donc sur le troisième cas, la construction localisée et décentralisée. On rejoint ici un petit peu la dépendance sur les principaux acteurs qu'on a vus tout à l'heure. Donc, le monopole des terres et de la construction et des guerres de terre qu'on peut avoir. Donc, je vous ai mis en exemple l'Asie du Sud-Est avec la Chine, bien sûr, comme acteur principal. Et en exemple, des frictions qui peuvent être justement sous-jacentes à ces problèmes. C'était l'épisode de boycott des produits chinois aux États-Unis par Trump. Il me semble que c'était les téléphones Huawei qui étaient interdits à la vente aux États-Unis, puisque déjà, il y avait la guerre, entre guillemets, politique, mais aussi le fait que les produits chinois étaient soupçonnés d'avoir un fonctionnement non en adéquation avec les normes Cloud Act. Voilà.